à voter pour un référendum en faveur ou contre une nouvelle constitution, une constitution que vous avez voulu plus démocratique. Majesté, l'un des points importants de cette constitution est la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. C'est donc une ère nouvelle qui commence pour le Maroc. Ça responsabilise plus le Parlement que le gouvernement. Car ça le met dans une situation qui est égale à la mienne, à savoir que j'investis le gouvernement, lui aussi l'investit. Donc il y a une promotion dans les prérogatives du Parlement, mais cette promotion, comme toute responsabilité, doit entraîner forcément une maturité et une réflexion plus approfondie avant de sanctionner le gouvernement qui l'aurait investi. Alors, il y a donc une participation plus importante du Parlement que vous souhaitez. Participation dès le départ. Qui est presque égale à la vôtre, alors. Mais en définitive, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, comme je l'ai expliqué il y a quelque temps, notre monarchie n'est pas de droit divin, comme on veut le penser ou le comprendre. Elle est de droit religieux et populaire. La béa, qui est l'allégeance, ne met pas sur un pied d'égalité les deux contractants, à savoir le peuple et le roi. Bien au contraire, c'est l'émir des croyants qui, lui, est assujetti à son peuple. Car cela s'est passé dans l'histoire de nos dynasties, de nos différentes dynasties. Ça n'a jamais été le peuple qui a été émis. Ça a été nos émirs et nos sultans qui l'ont été. Et puisque la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple qui peut l'exprimer directement, soit par voie référendaire, comme on va le faire demain, soit par l'intermédiaire de ce représentant, je considère donc que les parlementaires marocains, les représentants, la Chambre des représentants, étant le représentant du peuple, comporte en elle-même les responsabilités et les devoirs du peuple à l'égard de l'émir des croyants, qui sont l'allégeance, de même que l'émir des croyants, le roi du Maroc, doit voir en la Chambre des représentants ceux qui parlent au nom du peuple, donc auxquels il est rattaché indirectement, mais en fait, par les liens de l'allégeance qu'on appelle la béa chez nous. Et si l'opposition de gauche actuellement l'emporte, est-ce que ça vous gêne ou... Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est curieux, comme en Europe, je ne veux pas dire en France, en Europe et dans le monde occidental, on ne veut absolument pas nous reconnaître une spécificité, une identité. Et on veut toujours que nous copions sur le multipartisme à majorité, comme en France, ou le bipartisme qui est en Amérique ou en Angleterre, bien que le cas américain est très spécifique en lui-même, car c'est le cas où le président n'a pas la majorité dans les chambres. Et malgré ça, il règne et gouverne. Bon. Moi, je n'ai aucun problème, quelle que soit la majorité qui l'emporte, car la personne du roi n'est pas mise en équation ni dans les élections législatives, ni dans les communales. Le roi n'est pas élu par une partie ou désigné par une partie des Marocains contre une autre partie des Marocains. Au contraire, ça pourrait peut-être mettre un peu plus de saveur si le cas se présentait. Majesté, certains partis politiques ont appelé à la non-participation, on a vu ça dans les journaux. L'opposition a critiqué dans le passé la manière de déroulement de certaines élections. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on le lit dans la presse marocaine, vous leur donnez des garanties? En disant qu'ils ne participent pas au référendum, ils ont annoncé immédiatement qu'ils participeraient aux élections. En somme, c'est comme un locataire pour lequel l'agencement des pièces de l'immeuble importe peu, mais quel qu'il soit, il veut y prendre siège.
c'est leur liberté de prendre une telle position. Ça les regarde. Ça ne vous gêne pas? Sur le plan de l'éthique, j'aurais préféré qu'ils aillent jusqu'à dire non, ou proposer le non. Car à ce moment-là, s'ils l'avaient emporté, et si le non l'emporte, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je reprendrai la Constitution et je verrai quels ont été les points critiquables ou non acceptés. En ce qui concerne les élections, je puis vous assurer que toutes les précautions, toutes les mesures ont été prises pour qu'elles se déroulent le plus normalement. Car en définitive, il faut que l'on sache une chose. C'est que la concentration historique et coutumière et traditionnelle d'un certain nombre de pouvoirs entre les mains des rois du Maroc ont fait que chaque fois que quelque chose n'allait pas, ils étaient mis en cause. Bon. Quelquefois à raison, mais quelquefois à tort aussi. Ce n'est pas la mise en cause qui m'importe dans cette affaire, c'est le côté positif. Il faut absolument que nous allions à la rencontre du XXIe siècle avec des gens nouveaux. J'insiste beaucoup sur les gens nouveaux. Je veux que les jeunes viennent pour qu'ils viennent apprendre sur le tas ce qu'est la responsabilité de l'État. Mais vous êtes un peu inquiet, c'est-à-dire d'une désaffection de la jeunesse à l'égard de la vie publique dans ce pays? Ou la jeunesse, je sais pas, c'est... Je ne suis pas inquiet, mais je voudrais que les candidats se pressent à la porte. Et que les meilleurs l'emportent. Car la vie publique, c'est un assaut constant et on y laisse des trous à chaque assaut. Sans préférence exprimée par vous, le roi? Je n'ai aucune préférence. L'allégeance est entre tous les Marocains et moi. Quand je sors dans la rue, que les gens m'applaudissent en disant « Vive Hassan II », je ne m'arrête pas pour demander, j'arrête pas mon cortège pour demander à chacun quelle est la carte de ton parti, pour savoir qui est pour, qui est contre. Je sens simplement un courant populaire qui monte, ça me suffit. Prenons l'hypothèse, vous avez un Premier ministre qui est issu donc de cette majorité et vous avez un différend avec lui sur un point ou un autre, disons de politique économique, sociale. En principe... Comment ça se tranche? Eh bien, ça commence par ne pas arriver. Car en principe, puisque j'ai le privilège constitutionnel de choisir moi-même le Premier ministre, je vais donc choisir un Premier ministre qui me paraît être dans le juste milieu entre ce que voudrait la majorité de la Chambre et entre ce que je souhaite. Ça coule de source. Mais, après tout, un débat peut être aussi quelque chose de sain. J'essaie d'imaginer dans ce cadre constitutionnel nouveau, comment est-ce que ça... De deux choses l'une. Ou c'est lui qui a tort, ou c'est moi qui ai tort. Je ne suis pas têtu. Je ne suis pas têtu, car je ne voudrais pas apparaître stupide. Seuls les stupides sont des gens têtus. Et puis, j'ai des moyens de savoir s'il est dans le vrai ou dans le faux. Il y a d'abord le gouvernement. Puis ensuite, il y a les chefs de groupe au Parlement. Et puis, il y a les techniciens. Sur quoi pourrions-nous ne pas être d'accord? Je pense que le seul achoppement a disparu. C'était sur le plan économique. C'était que lui soit dirigiste et que moi, je sois libéral. Or, il serait à mon avis stupide actuellement d'être dirigiste, de même qu'il serait extrêmement nuisible d'être à 100% libéral. Je vois que vous vous préoccupez beaucoup de l'avenir du Maroc entrant dans ce XXIe siècle. Comment concilier une démocratie parlementaire avec un régime monarchique, justement dans un pays arabe, musulman, où l'islam régit quand même une grande partie de la vie politique et de la vie publique? Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions? En 1962, nous avons employé à l'époque le mot musulman et non pas islamique. Et aurions-nous mis le mot islamique, que ça n'aurait choqué personne.
Et le fait d'être un pays musulman n'a choqué personne. Ce n'est que depuis l'avènement du communisme que les gens commencent à s'inquiéter un petit peu de ce que peut être un régime parlementaire musulman. D'abord, je dis que c'est une atteinte à notre amour-propre, non pas de musulmans, non, mais à notre amour-propre de gens civilisés, éduqués, ayant 1200 ans d'histoire, que de penser que nous pourrions tomber dans l'obscurantisme, non pas religieux, je dirais sectaire. Et d'autre part, je pense que vous avez raison de vous poser la question, mais je vous dirais que c'est à nous de vous démontrer qu'elle n'avait pas à être posée et que les choses marcheront dans un État moderne qui ne peut pas renier son histoire, ni sa culture, ni sa religion. Majesté, le Maroc a connu il y a une vingtaine d'années une période difficile avec notamment des attentats contre votre personne, et puis il y a eu la marche verte, c'est-à-dire la récupération du Sahara ex-occidental par le Maroc. Vous estimez aujourd'hui que le moment est venu de tourner une nouvelle page, de passer à un nouvel avenir, et je dirais pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier ou à la limite que demain? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais vous savez, aujourd'hui c'est le fils d'hier. Donc ce n'est pas seulement aujourd'hui que je pense à affronter le 21e siècle. Mais il est certain que plus les années passent, plus le 21e siècle se rapproche. Donc nous devons se passer en surmultiplier. Nous devons assurer notre intendance, notre logistique humaine, notre logistique en idées, en planification, bien que je donne au mot planification l'étude à moyen et long terme. Voyez-vous, monsieur, quand on mène un État et qu'on est, si vous voulez, le mentor, je ne veux pas dire le chef, le mentor d'une population jeune, active, de 26 millions d'habitants, il ne faut pas s'enfermer dans la routine. D'abord, c'est Mossad. 32 ans de routine, il y aurait de quoi vous en dégoûter, de régner. Non, il faut absolument brasser les idées. Sur 10 qui vous viennent, il y en a au moins la moitié d'une qui est bonne et que l'on doit cultiver, faire fructifier. Donc le chef de famille dans ce pays, c'est celui qui doit regarder comment les choses se passent, mais avoir l'œil sur ce qui se passe là-bas, plutôt que ce qui se passe maintenant. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, que j'ai oublié, sur le plan historique, naturellement, on en parlera. Mais ça n'a pas été le fait d'un peuple, ou le fait d'une partie d'un peuple. Ça a été le fait de quelques brutes qui ont su attirer autour d'eux quelques brutes. Et ça n'a pas dépassé cela. J'imagine que ça doit être quand même traumatisant, que c'est quelque chose qui... Non, ben naturellement que c'est stressant. Si je vous disais le contraire, vous ne courriez pas. C'est stressant. Mais je veux dire par là, ce n'est pas amertume. Ce n'est pas amertume. C'est bon, le général de Gaulle a eu affaire à quelques brutes aussi. Non, ce sont des épreuves que bien des chefs d'État traversent, naturellement. Mais à mon avis, elles n'étant pas populaires, elles ne m'ont pas marqué. Elles m'ont stressé, mais elles ne m'ont pas arrêté dans mon cheminement. Majesté, dans le préambule de la Constitution, il est inscrit et même souligné, puisque c'est en caractère gras, le Maroc réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. C'est de votre part une volonté de tirer un trait sur le passé, sur ce qu'on a dit parfois? Oui, effectivement, parce qu'en définitive, je ne suis pas d'un naturel tyrannique, les Marocains non plus. Je pense qu'il y a eu effectivement quelques dépassements, incontestablement. Et dans mon esprit, le mot dépassement n'est pas un euphémisme.
Juridiquement, un dépassement, c'est quelque chose d'assez sanctionnable. Il y a eu des dépassements, mais je dois dire par négligence ou par oubli, plutôt que par volonté de nuire. Alors, j'en avais assez de voir que tant mon pays que moi-même étions, et moi-même plus que mon pays, étions trop souvent montrés du doigt. De toute façon, maintenant, ne passons pas notre temps à regarder dans le rétroviseur, car on connaîtrait le poteau d'en face. C'est réglé, c'est terminé, c'est déclaré, c'est fait. Bon, ce qui est fait, ne peut être défait. Mais, Et le référendum sur le Sahara? mais nous l'attendons avec impatience. Nous l'attendons avec impatience. Qu'est-ce que vous attendez? Mais j'attends que l'ONU nous dise nous sommes prêts. Ce n'est pas de notre faute si le référendum n'est pas fait. Mais vous Du comptez... reste, au Conseil de sécurité, on est en train de le constater de plus en plus. Majesté, les autres pays du Maghreb, et notamment l'Algérie, connaissent actuellement une montée en puissance d'un extrémisme religieux, souvent violent. Est-ce que le Maroc pourrait être contaminé, disons? Est-ce que vous êtes inquiet par... Je ne suis pas inquiet, parce que ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe en Algérie est plus politique que religieux. Or, nous n'avons pas les raisons de craindre ce problème-là, car nous n'avons pas porté les prémices, ni les racines. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la disparition de la scène politique du président Bourguiba et en 1982 ou 85, l'Algérie et la Tunisie ont vécu sous le parti unique. C'est quand même... c'est castrateur. C'est inhibant. Grâce à Dieu, nous l'avons interdit dès 1962 et nous n'avons jamais vécu sous le parti unique. Je crois que c'est la vie sous le parti unique qui a donné naissance à ces phénomènes. C'est à mon avis, l'explication que je donnerai. Vous pensez que si le Maroc est épargné, c'est donc plus en raison de sa vie politique, avec effectivement une dizaine de partis, ou un petit peu plus, que le fait qu'il soit dirigé par un homme qui est aussi commandeur des croyants, donc qui a une responsabilité religieuse, et qui prend donc en compte cet aspect que les islamistes mettent en avant? Je le pense parce que ça fait seulement, tout simplement, 1200 ans que le Maroc est dirigé comme ça. Et que nous nous sommes toujours entendus, très bien entendus avec les chiites, et que les chiites respectent justement le roi du Maroc parce qu'il est descendant direct du prophète. Non. Enfin, il y a quand même quelques petits mouvements islamistes au Maroc qui existent. Extrémistes, disons islamistes, le terme n'est peut-être pas, disons extrémistes. Intégristes. Il y en a partout dans le monde, même parmi les catholiques, même parmi les chrétiens. Vous avez votre intégrisme en France. Je ne veux pas nommer le cardinal ou l'évêque. Il y en a aussi aux États-Unis. Il y a du radicalisme religieux ou intégriste partout. Il y a toujours eu des bigots. Mais vous les avez à l'œil? Ce qui serait inquiétant pour les extrémismes, qu'ils soient d'extrême gauche ou marxiste-léniniste, si vous voulez, parce que pour moi la gauche, la droite, ou intégristes, je ne dis pas religieux, mais sous forme religieuse, ce serait justement le manque de liberté. Or, le meilleur flytox contre ces parasites, c'est la liberté. Pas la licence, la liberté. Bien comprise, bien dosée, bien exercée. Et tant qu'il y aura de la liberté dans ce pays, tant qu'il y aura de la démocratie, je ne crains ni les extrêmes, ni d'un côté, ni de l'autre. Majesté, si vous voulez bien, nous allons passer à notre partie de cette interview sur le Proche-Orient. Le conflit israélo-arabe. Monsieur Rabin est maintenant le Premier ministre en Israël. Vous l'aviez rencontré ici en 1976. Vous étiez d'ailleurs, je crois, le premier. 76. Oui. Non, il était le second. Pardon? Il était le second que vous ayez rencontré? Oui, il a rencontré Moshe Dayan avant. Mais vous étiez le premier homme d'État arabe à rencontrer un Israélien, néanmoins. Apparemment. Est-ce que vous l'avez appelé au téléphone pour le féliciter de... Non.
Non, Ça marche pas le téléphone? non, Il n'y a pas de téléphone entre... Non, attention. Dans nos rapports avec les responsables israéliens, nous sommes très parnassiens. Nous sommes pudiques. Et eux et nous. C'est ce qui fait que, m'excuse d'employer le terme, c'est un terme qui, dans le jargon politique, a sa valeur, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de bourde. Pour ne pas dire de faute lourde, mais la faute lourde est juridique plutôt. Il n'y a pas eu de bourde. Parce qu'il y a une certaine pudeur. Et à mon avis, le langage est d'autant plus compris qu'il est parnassien. Donc, nous n'avons pas employé le téléphone et je ne pense pas que je l'emploierai. Vous avez rencontré récemment, je crois qu'il y a quelques semaines, Yasser Arafat, par ailleurs, après les élections israéliennes. Alors, est-ce que vous avez une petite idée derrière la tête? Est-ce que vous pourriez vous entremettre pour faire que Arafat et Rabin, par exemple, se rencontrent ici au Maroc? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que vous en avez déjà parlé peut-être à Yasser Arafat? Non, très franchement non. Mais je ne suscite jamais de telles entreprises. Mais quand deux protagonistes me disent « nous voulons nous rencontrer chez vous », j'estime qu'aucune école de droit international ou de politique ou de géopolitique n'interdit à des adversaires, à un moment donné, de déclarer la trêve de Dieu, et ce serait la trêve de Dieu, car nous sommes tous fils d'Abraham, pour pouvoir se rencontrer, quitte à se taper dessus à nouveau, s'ils ne sont pas d'accord. Je ne suscite jamais de telles entreprises, car elles pourraient être d'une part mal comprises, ou elles pourraient être même inopportunes, car pour rentrer, il faut être deux. Je dis que le fruit commence à devenir mûr. J'aime beaucoup toujours comparer la politique à l'agriculture. La politique suit elle aussi des saisons, qui fait que le fruit est mûr ou est encore vert. Et je pense que la saison de maturité ou de maturation, je crois que les deux sont valables. Majesté, il y a l'autre conflit du Moyen-Orient, celui du Golfe, de l'Irak. On est en train de rallumer ce conflit. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ont envoyé, etc., des avions là-bas. On déclaré zone d'exclusion le sud de l'Irak. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inquiète, comme ça, qu'on rallume? Il faut faire le distinguo. Je pense que l'Irak a tout intérêt à obéir aux résolutions des Nations Unies. Et les résolutions des Nations Unies ne s'arrêtent pas seulement à l'embargo. Donc je conseillerais fermement au président Saddam de s'incliner devant les résolutions du Conseil de sécurité. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est la partition de l'Irak en trois. Je pense qu'il n'est pas de l'intérêt, il n'est de l'intérêt de personne, même du monde arabe. Il ne faut pas donner l'habitude aux grandes puissances qu'elles peuvent diviser les peuples en deux ou en trois, même en Europe. Et ça risque de se produire en Europe aussi. Tout à fait. Mais le président Saddam se doit d'obéir aux résolutions des Nations Unies. S'il ne le fait pas, il expose son peuple au pire des catastrophes. Majesté, je vous remercie de nous avoir accordé ces longues minutes d'entretien. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup. Cologne. Brochure gratuite au 42 18 12 12. Dulux Valentine vous fait une offre exceptionnelle, satisfait ou remboursé. Comme crème de peinture ne coule pas, ne goûte pas, vous serez satisfait. Sinon, venez nous voir. Venez, allez, venez. Et hop, bienvenue chez Esso avec un nouveau jeu, c'est le point magique Esso Collection. Il vous fait gagner des séjours à Euro